Race royale, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire, que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, j'ai la grâce de recevoir mon pasteur, mon père spirituel, c'est lui qui m'encadre, c'est lui où je grandis spirituellement dans mon église Mission Prophétique La Grâce. Aujourd'hui, mon pasteur vient aussi pour nous enseigner. Et nous, on aime bien les enfants de la maison, on aime bien dire, voilà, c'est notre trésor parce que il est calé dans pas mal de choses. Aujourd'hui, non seulement il est pasteur, prophète de ministère, et aussi c'est quelqu'un juriste aujourd'hui et il est calé dans tout ce qui est histoire du Congo. C'est ça que dans les jours à venir, à moins qu'on trouve quelqu'un d'autre qui a la même capacité, qui peut nous enseigner sur d'autres nations, que ce soit l'histoire du pays, que ce soit l'histoire de l'église, vous allez voir, au moins tous les 2-3 mois, on va essayer de revenir avec papa pour nous apporter vraiment l'histoire. Ça veut dire que là, c'est des faits réels qu'on va ramener. Comme aujourd'hui, on est venu, cette nouvelle rubrique qu'on a décidé d'ouvrir, c'est l'histoire de nos nations, l'histoire de nos continents, l'histoire de l'évolution de nos patries. Et aujourd'hui, on va commencer spécialement sur l'histoire de la République démocratique du Congo, où on a intitulé l'histoire et résilience. Comment le Congo a évolué au fur et à mesure. On va vraiment prendre jusqu'à l'indépendance. On va un peu revenir dans l'histoire avant l'indépendance et après l'indépendance. C'est ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. Peut-être que c'est des faits que tu ne connais pas et tu comprendras pourquoi papa aujourd'hui va parler. Il va pas seulement parler en tant que quelqu'un qui connaît l'histoire de l'extérieur, mais tu comprendras que son histoire, même sa famille, même l'histoire de sa famille est liée indirectement avec l'indépendance du Congo. Bonjour papa. Bonjour frère John, Comment ça va papa? ça va très bien. Amen, amen, amen. Papa, est-ce que tu veux nous bénir par une petite prière pour Oui, on va commencer? faire la prière. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous laissons seulement tes saintes mains. Laisse que ton esprit, l'esprit de vérité, puisse nous conduire et qu'à travers ce que nous allons dire, que les gens soient bénis, que des âmes abattues, des âmes qui ignoraient des choses puissent recouvrir la lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Papa, je pense que nous, les enfants que tu encadres, on te connaît, mais si tu peux faire une présentation, surtout j'aimerais bien que tu insistes sur l'histoire du Congo pour que les gens comprennent, tu parles en casquette de qui? C'est pas quelqu'un qu'on a raconté l'histoire très lointain, mais il y a une histoire de votre famille qui est liée à l'histoire du Congo. Si tu peux te présenter, qu'est-ce que tu peux dire par là? En gros, c'est pas facile de pouvoir se présenter, mais de toutes les manières, les gens me connaissent. Joël Sendoué, euh, pasteur, prophète. À part ça, en tant que profession séculière, je suis avocat de formation, j'ai fait des études de droit et petit-fils aussi d'un des pionniers, d'un des pères de l'indépendance du Congo. Voilà, j'allie et expérience familiale ainsi qu'intelligence et ce que j'ai appris par rapport à l'histoire du Congo qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de mettre au profit du peuple de Dieu et de toutes les nations pour comprendre c'est quoi l'histoire du Congo dans tous ces soubassements. Amen, amen, amen. En tout cas, je pense qu'on est bien lancé. On va commencer d'abord par quels étaient les principaux mouvements et figures de la lutte de l'indépendance. Qui étaient ces leaders qui se sont alliés, qui ont poussé vraiment à l'indépendance avant de parler de leur idéologie. Qui sont ces personnes-là, si tu peux les citer, vraiment qu'on peut considérer comme les pères de l'indépendance, avant de parler de chaque idéologie? Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est une question très, très difficile. Il y a même un livre que je suis en train d'écrire là-dessus. Il y a une différence entre père de l'indépendance du Congo ainsi que pionnier. Ok. Parce que quand nous parlons de pionniers, c'est-à-dire toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué ou ont mis la main dans l'édifice pour que le Congo soit indépendant. Il s'agit de qui? De toutes les personnes. Donc là, ça nous amène déjà à parler de deux grandes périodes du Congo. Ok. L'État indépendant du Congo, donc c'était de 1885 à 1908. Ok. Et
les Congo belges, c'est de 1908 à 1960, et le Congo indépendant, donc la troisième partie, c'est de 1960 à nos jours. Ok. Maintenant, quand nous essayons de voir les choses sous cet angle-là, nous comprendrons que pionnier de l'indépendance, c'est toute personne qui, pendant tous ces temps-là, se sont levés pour, en fait, demander la libération, la liberté du peuple noir. Tout à fait. Et si on peut les citer, il y en a tellement beaucoup, on ne peut pas tous les citer, mais je vais citer les principaux. On peut voir même Simon Kimbangu. C'est des gens qui, dans leur prêche, dans leur façon de faire, ont parlé de la libération du peuple noir. On peut parler chez le Batete Langongo, le Tété, qui a bravé, si vous voulez, la traite du côté de Batete là. Donc il y en a beaucoup qu'on peut citer, on peut dire que ce sont des pionniers. D'accord. Un pionnier est différent d'un père. Un pionnier, c'est la personne qui a commencé à parler d'une chose pour la première fois. Mais un père, c'est, vous comprenez, c'est un géniteur. Donc les gens qui ont fait que le Congo soit indépendant, les gens qui sont venus ici, en Belgique, en janvier 1960, à la table ronde de Bruxelles pour demander l'indépendance, ce sont là qu'on appelle les pères. D'accord. J'aime bien cette nuance, papa. Waouh. Et qui sont les pères? Ah oui, les pères, il y en a tellement. Avant de parler de leur idéologie, leurs pères, les pères de roman de l'indépendance. Les pères de l'indépendance, il y en a beaucoup. Je vais citer, ils sont, bon, je ne dirais pas beaucoup, mais il y a une liste dans les livres que j'ai dédiés à Jason Sendoué. Je parle, je mets même tous leurs noms, c'est toutes les personnes qui ont été ici à Bruxelles, à la table ronde pour parler, demander l'indépendance. Tant du côté congolais que du côté belge. Parce que nous pensons que ce n'est pas unilatéral. Il y avait aussi la délégation belge. Donc c'était une négociation ce jour-là. C'était une négociation. Oui, c'était vraiment des travaux à bâton rompu. C'était des séances où ils parlaient. Donc pris dans ces cadres-là, nous pouvons citer, il y en a beaucoup, je vais citer les principaux. Si nous prenons par la géopolitique, si nous allons du côté des Bas-Congo, il y a l'Abako, il y avait les Kassavubu qui étaient une figure emblématique, il y avait il y en avait beaucoup du côté de Bas-Congo, il y avait les Nzezalandou, il y avait beaucoup de gens. Et si nous allons du côté de la province orientale, il y avait les Kachamura Nissé, il y avait beaucoup de gens. Et si nous allons au Katanga, il y avait les gens comme Tchombe, Moïse Tchombe, Jason Sendoué, Lumumba. Vous voyez, c'était vraiment des gens qui sont venus ici demander. Il y en a beaucoup. Vraiment, je m'excuse si je ne cite pas d'autres, mais vraiment, la liste n'est vraiment pas exhaustive. Il y a vraiment beaucoup. En tout cas, on va rester sur ces trois groupes de personnes-là, parce que c'est vrai que c'est aussi les trois groupes, entre guillemets, connus. Papa, parlons un peu de la table ronde, parce que le mot là sonne bien, table ronde. J'aime beaucoup. Déjà, tu nous as ouvert une parenthèse, parce que souvent on pense que la table ronde c'était que des Congolais, mais on comprend que voilà, il y avait aussi d'un côté les pères de l'indépendance congolaise, d'autre côté il y avait la Belgique qui était entre guillemets le pays colonisateur, qu'il fallait se mettre d'accord sur plein de choses. En grande ligne, quelle était l'idée ou l'initiative de la table ronde? Merci beaucoup. D'abord, si nous voulons retourner un peu en arrière, il y a eu le 4 janvier 58-59, le martyr de l'indépendance. C'est-à-dire, il y avait une réunion de l'Abako qui a été interdite par l'autorité coloniale et il y a eu des émeutes. Et ça a tellement créé, c'était à Kinshasa, à la place Imika, ça a créé tellement d'incidences que le roi va en 59 dans une allocution déclarer qu'il faudra parler avec les Congolais pour voir dans quelle mesure leur donner leur indépendance. C'est comme ça que parmi les mesures que le roi allait prendre, il y avait aussi la tenue d'une bipartite
Ok. entre les Congolais, la délégation congolaise, ainsi que la délégation belge, pour voir de quelle manière est-ce qu'allait s'opérer l'indépendance. Donc, c'est pour simplement dire qu'au niveau de la table ronde, c'était une conférence. Même quand vous voyez la façon dont les Belges la présentent, c'est une conférence qui a réuni d'une part les Congolais et de l'autre part les officiels belges. Quand on parle d'officiels belges, déjà il y avait le président de la conférence, c'était M. Descrivin. C'était un Belge, il y avait des partis politiques belges qui étaient là, et de l'autre, il y avait les Congolais. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait maintenant parler sur comment octroyer l'indépendance. Pour la Belgique, une anecdote, par exemple, Jason Sendou va dire dans une des plénières, il va dire l'indépendance du Congo, c'est une parole emblématique d'ailleurs que j'ai reprise dans mon livre. Il dira l'indépendance du Congo n'est pas une révolution contre la Belgique, mais une évolution. Donc pour expliquer qu'ils ne se battent pas pour se battre, mais ils veulent mettre de bases solides pour que le Congo accède à l'indépendance. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Il y a eu 17 résolutions avant de donner l'indépendance. Parce qu'il y avait des tendances. Il y avait une tendance du côté des officiels belges qui trouvaient inopportun de donner l'indépendance pour eux, c'était trop tôt. Au Congo, c'était trop tôt. C'était la théorie des professeurs Van Bussen qui a dit il faut post-déposer cette indépendance en 1980 de manière à faire en sorte que le Congo soit émancipé. Pour lui, l'indépendance devait être graduelle. Il fallait émanciper au fur et à mesure le peuple congolais. Mais c'est ce que la délégation congolaise avait refusé jusqu'à obtenir demain de mettre l'indépendance devant les Belges. Ok, waouh. Et papa, maintenant, en parlant, parce que c'est là où je voulais vraiment aussi arriver, les tendances qu'il y avait. Est-ce que parmi les grandes délégations congolaises, si on parle de 3 grandes parties, on voit d'un côté le côté du Bas-Congo, on voit le côté centre un peu Bandundu, on voit le côté, comme vous avez dit, avec l'Est, tout ce qui est, tous les grands leaders. Est-ce que eux tous étaient d'accord que l'indépendance devait être radicale, les Belges devaient partir d'un coup? Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient tendance où il fallait qu'un peu, on soit un peu entre guillemets sous tutelle? Quelles étaient un peu les tendances ou les idéologies de chaque groupe? Si vous regardez parmi les délégations qui étaient à la table ronde, il y avait des tendances. Il y avait par exemple la Bako et la Konakat, donc de Tchombe. Pour eux, la forme que devait avoir le Congo, c'était le fédéralisme. Et si vous allez du côté, par exemple, de Balubakat ainsi que Lumumba, pour eux, c'était l'unitarisme, c'est-à-dire c'était l'unité. Alors, il y avait déjà des tendances comme ça qui faisaient que même dans la manière de voter, il y a eu quand même des accointances qui ont fait qu'il y ait vraiment divergence d'opinion et d'idées. C'est comme ça que ils ont fini par créer ce qu'ils ont appelé les fronts communs. C'est-à-dire, dans les fronts communs, ils se sont dit, mettons de côté toutes nos inspirations, toutes nos velléités, mais essayons maintenant de voir l'indépendance du Congo. C'est comme ça que quand ils se sont mis dans ces fronts communs, les choses avaient vraiment marché vite parce qu'ils ne voyaient que l'indépendance du Congo sans autre chose. Parfait. Et c'est dans ce fonds commun-là qu'entre guillemets, ils ont été décidés que Kasavubu sera le premier président, Lumumba sera le premier ministre. Et par exemple, quand on voit votre grand-père Jason Sendou qui n'a pas forcément joué le premier rôle, ou Tchombe n'a pas joué le premier rôle, comment ils se sont répartis en fait le poste clé? Oui, je n'ai pas peut-être bien expliqué les choses. C'est-à-dire, la table ronde, n'oublie pas qu'il y avait aussi la table ronde économique. Après. Pourquoi? Parce que la table ronde politique ne devait gérer que les choses politiques. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un premier ministre, il faut qu'il y ait des dirigeants. Alors, il s'était dégagé que après la table ronde,
comme j'ai dit, il y avait eu 17 résolutions dont on va essayer de parler au fur et à mesure. Il fallait organiser les élections générales. Ok. C'est pendant les élections générales que toutes les délégations ont compris, parce qu'ils devaient rentrer chez eux. Chacun devait rentrer. Et pendant ces élections-là, il s'est dégagé que Lumumba voulait être Premier ministre et Kasavubu président. Mais qu'est-ce qui s'est fait? C'est quand ils sont rentrés, il y a eu des élections, Lumumba va gagner les élections des mains des maîtres, avoir une très grande majorité au Parlement. Mais non, les consensus qu'il y a eu, c'était quoi? Ils se sont entendus. Lui, il a dit, comme moi, j'ai la majorité, parce que n'oubliez pas Kasavubu l'a aidé aussi. Ok. Parce que toutes les élections qui étaient là, ils ont dit, bon, on va faire en sorte qu'ils soient majoritaires. Et dans cette majorité-là, ils se sont aussi entendus que pour ce qui concerne la présidence, on va voter pour Kasavubu. Parce que le poste de président n'était pas une élection, c'était à tour indirect. C'était le Parlement, le Sénat et l'Assemblée qui devaient, les parlementaires qui devaient voter. Devaient voter le président. Or, comme c'est Lumumba qui était majoritaire, il a donné seulement les injonctions pour qu'on vote, pour qu'on puisse choisir Kasavubu. C'est comme ça que les choses se sont passées très simplement, clairement. Parce que beaucoup ne parlaient pas de ce challenger, c'est Bolikango, qui avait aussi donné sa candidature, mais il n'a pas été élu parce que tous les parlementaires avaient voté pour Kasavubu. C'est comme ça que Kasavubu se retrouvera président et Lumumba Premier ministre. Et dans la formation, parce que Lumumba a été, si tu veux, Premier ministre avant qu'il y ait des présidents au Congo. Wow. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il était le premier dirigeant avant même qu'il y ait un président au-dessus de lui, en fait. Non, c'était lui, le Premier ministre, parce que les parlements, on a voté, il était majoritaire. Et les présidents, le roi Baudouin, l'a nommé en tant que, c'est important ce que j'ai dit, l'a nommé en tant qu'informateur puis formateur, pour aller maintenant pister, regarder comment est-ce qu'il allait procéder à former son gouvernement. C'est comme ça qu'il a regardé toutes les alliances qu'il y avait, et il y a eu des partis qui se sont retrouvés avec, comme la Balbacat de Jason Sendu s'est retrouvé avec un poste ministériel, le vice-ministre des Finances, et mon grand-père, lui, il s'est retrouvé commissaire général de Katanga, du gouvernement pour les Katanga. Donc vous voyez, c'est en fait Lumumba était déjà Premier ministre, et en étant Premier ministre, il y avait déjà les parlements. C'est les parlements qui a voté pour qu'on puisse voter le président Kasavubu. Alors papa, on aimerait maintenant vraiment comprendre, à cette époque, entre Lumumba et Kasavubu, qui avait le rôle ou le titre de chef de l'État, parce que on a toujours, ça a toujours été un peu flou d'un côté, de part et d'autre. Tu peux un peu nous expliquer le contexte? Je pense que pour bien comprendre cela, j'aimerais qu'on retourne un peu à la constitution qui régissait le Congo à son indépendance. C'est la loi fondamentale. Ok. Dans cette loi fondamentale, c'est ce qui a fait même que le 5 septembre 1960, Lumumba et Kasavubu puissent s'embrouiller. L'un démet l'autre et l'autre démet l'autre. Okay. C'était en fait la constitution que le Belge, parce que c'est une constitution ratifiée par les parlements belges et signée par le roi Baudouin. Okay. Cette constitution était un peu ambiguë, je peux dire, parce que les régimes qui étaient là-bas, c'était un régime parlementaire, c'est-à-dire c'est les premiers ministres. Parce qu'on ne parle nulle part dans cette constitution de chef de l'État. Ok. Il est président. Point. Oui, président. Il est chef de l'armée. Il est, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire on lui donne des titres. Un peu comme le roi de Belge, en fait. Comme le roi des Belges, effectivement. Et maintenant, dans cette constitution, parce que c'est une loi que nous avons quand même beaucoup étudiée, si vous prenez l'article 20 et 22, disent
que le Premier ministre et son gouvernement sont nommés et les cas échéants révoqués par le président. Or, dans la même loi, il y a un article 47 des dispositions transitoires. L'article 47 a nommé Lumumba en tant que formateur Premier ministre par les rois. Maintenant, Lumumba se disait, mais j'ai jamais été nommé par Kasavubu. Kasavubu ne peut pas me démettre. Surtout que c'est lui qui a eu la majorité parlementaire. Il disait, même si on retourne au Parlement, tu verras que c'est moi qui suis majoritaire. Donc, c'est en fait, si on doit faire interpréter la loi, on verra que Lumumba avait des prérogatives plus étendues que Kasavubu. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas le nier. C'est comme en Belgique ici, le Premier ministre est le roi. Les rois ne gouvernent pas. C'est le Premier ministre, c'est le gouvernement qui gouverne. C'était en fait le même modèle. Alors, c'était de manière à ce que les Congos puissent élaborer sa propre constitution qui fera que les choses soient clairement définies. Or, il n'y avait pas cela et je pense que pour répondre à ta question, juridiquement parlant, c'est le Premier ministre qui avait plus... C'était Lumumba qui était le chef de l'État. Le chef du gouvernement. Chef de gouvernement. Waouh. On va revenir sur ce conflit-là juste après, mais j'aimerais maintenant juste repartir sur la table ronde, les décisions qui ont été faites, le front commun, comme tu nous as expliqué. Et maintenant, en ce moment-là, quel était le rôle de l'organisation internationale dans ce processus en fait, de l'indépendance? Comment les Nations Unies ont joué, ont influencé un peu? Est-ce qu'ils ont eu un rôle à jouer ou la Belgique avait gardé le monopole total? Lorsque nous, comme je dis, quand on parle du Congo, il ne faut pas rester sur une même période. Donc on va chipoter un peu. On retourne un peu à l'État indépendant du Congo. Le Congo était un bien personnel du roi Léopold II. Il envoie les Livingstone, les Stanley, il leur paye l'argent pour aller faire l'exploration. Il découvre un vaste pays qui était le Congo. Alors, il a besoin d'argent pour pouvoir payer et administrer ces vastes pays. Il va aller s'endetter auprès de beaucoup de gens. Les Américains, la famille royale d'Angleterre. Bref, tout cela fera qu'il soit redevable. Ces pays-là se disent, mais non. Et puis, il y a eu aussi la jalousie d'autres nations qui disent, mais comment un individu à lui seul peut... un si petit pays de l'Europe. Non, c'est même pas un pays. Là, c'était lui-même. Ah, ok. Là, il n'a pas... Il faut comprendre. Là, il y a une bonne nuance là. Léopold II. Les Congo était son bien privé personnel. Maintenant, quand il a compris que la communauté internationale, les Américains et les autres, voulaient l'atteindre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord essayé d'aller voir le chancelier allemand, Otto von Bismarck, c'est intéressant, pour, en fait, faire la conférence de Berlin. Parce que, n'oublie pas, la famille royale belge a des ramifications avec l'Allemagne. Clairement, oui. Donc, c'est comme ça que, si tu veux, il voulait protéger son bien. Et son ami a organisé maintenant la conférence pour dire, on va mettre des limites. Le Congo reste l'État indépendant du Congo, c'est les biens personnels. Donc, papa, là, c'est vraiment... Oh là là, on aime ça. De 1885 à 1908. Donc, la conférence de Berlin a été entre guillemets poussée par Léopold II. C'est Léopold II qui a poussé... Qui va aller trouver le chancelier allemand, avec leurs affinités bien entendu, pour protéger. C'est comme ça qu'il y a eu partage d'Afrique, mais on n'a pas touché au Congo parce que c'était son bien. Maintenant, plus tard, parce que j'ai parlé de la deuxième période, 1908 à 1960, sentant maintenant les dangers, parce qu'il y avait vraiment un danger accru. C'est comme ça que je vais revenir sur la mainmise de la communauté internationale, de l'ONU, sur le Congo. Très bien même. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire?
il comprend que, on commence à dire, mais non, le Congo est vaste. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait que l'eau. Et le Congo avait un cours d'eau puissant. La voie d'évacuation des matériels, d'évacuation de tout, c'était le Congo. Alors, les gens ont commencé à stigmatiser la manière d'administrer du roi. Ils coupaient les mains. C'est-à-dire, on a voulu maintenant dire que non, il est incapable pour lui rafler les Congo. Le Congo. Qu'est-ce qu'il fera? Malin qu'il était. Deuxième chose encore, il va maintenant céder le Congo à la Belgique. Ah, ok. En 1908. Je ne sais pas si tu comprends. Il va céder maintenant le Congo à la Belgique. Mais la communauté internationale, les grandes puissances vont toujours... Mais il y a maintenant une barrière. Parce que c'est un État maintenant qui prend le Congo. Qui gère le Congo. Qui gère le Congo. Et maintenant, ils vont... la Belgique, si tu veux, va prendre ces cadeaux, va décider dans son parlement et ils vont créer une loi pour diriger les Congos belges. Ça sera la charte coloniale. Ok. Je crois du 19 octobre 1908. Si ma mémoire est bonne. Ils vont vraiment mettre des lois pour éviter qu'on dise on a coupé les mains aux gens, pour éviter. Mais non, quand vous parlez de la communauté internationale, ils avaient besoin. Tout ce dont ils avaient besoin était au Congo. À l'époque, c'était les avions, c'était l'industrie automobile. Il fallait des pneus, il fallait... Et les caoutchoucs, c'était chez nous. Donc, Léopold a coupé les mains. Maintenant, la communauté internationale se disait, mais on a besoin de matériel au Congo. La première bombe qui a massacré, qui a fait des affres au Japon, Nagasaki et consorts, c'est la bombe... nucléaire. L'uranium a été L'uranium, retrouvé au Congo. à Chikolobo. Wow. Vous voyez, ça dit toutes ces choses-là feront que la communauté internationale ne va pas laisser le Congo comme ça. Toutes les crises qu'il y a eu au Congo, c'est posé par... à l'époque, il y avait MONUC. Après, quelques temps après, maintenant, c'est la MONUSCO qui est en train de faire des choses impossibles au Congo. Donc, c'est pour simplement dire que la mainmise vraiment de toutes ces puissances-là était derrière tout. Ils voulaient déstabiliser le Congo. Après l'indépendance, le 30 juin, frère John, 11 jours après l'indépendance, il y a sécession. Les Katanga se proclament État. Par ironie du sort, tu sais quel pays, premier pays qui reconnaît l'État du Katanga, c'est Tchombe. C'était qui? La Belgique. Les officiers, les militaires, les chefs d'état-major, Janssens à l'époque, le général Janssens, on leur dit, vous devez quitter le Congo. Alors, ils font tout pour dire à Tchombe, déclare l'État indépendant du Katanga. Et tous ces militaires-là, tous les matériels, c'était au Katanga. Mais Tchombe avait tout. En plus de cela, c'est le Katanga qui est la province la plus riche du Congo. 90% des exportations du Congo provenaient au minière du Katanga, Jekami. Wow. Donc Tchombe, donc pour vous dire qui était derrière lui, le 14 septembre 1960, Mobutu fait le coup d'État, il neutralise Lumumba et Kasavubu. Poussé par qui? Les Américains. Parce qu'ils savaient que derrière, oui, ça nous permet toujours de maintenir notre contrôle de part et d'autre. Et les États-Unis, c'était plutôt l'uranium. Ils avaient peur. Parce que l'erreur aussi que Lumumba avait faite, c'est de parler tout haut certaines choses, disant on va aller chez le communiste si c'est comme ça. Or, Lumumba ne faisait que dire, n'a jamais eu de convention, des accords avec les Russes. Mais les Américains ont dit non, c'est un danger. Papa, tu penses que Lumumba, l'une des choses qui lui a poussé à sa perte, c'est un peu le manque de diplomatie qu'il avait? C'était Lumumba, d'après même ce que ma grand-mère me disait, c'est quelqu'un, en fait,
pas seulement d'impulsifs, mais c'est des gens qui aimaient tellement ces pays-là qu'ils étaient prêts à tout. Moi, je pense que ce n'est pas le manque de tact, mais c'est ils ne pouvaient pas trahir leur pays. Je pense que c'est le mot. C'est des leaders qui ne pouvaient pas trahir. L'arrogance, oui. Les 30 juin, à l'indépendance, dans le protocole, ce n'est pas lui qui devait pas parler. Mais il a pris la parole. Là où Kasavubu disait merci au roi Baudouin. Le roi Baudouin a vanté l'œuvre de son prédécesseur, son oncle, son grand-père, pardon, Léopold II. Mais quand Lumumba prend le micro, la phrase qui reste en moi comme un leitmotiv, il dit l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, c'est un droit fondamental du peuple congolais. Là où les autres ont voulu passer. On voulait un peu être diplomate. Oui. Il dit les vous étaient réservés aux blancs. Excellence était réservé aux blancs. Mais on s'est battu pour que les choses changent. Et les rois étaient mal à l'aise. Et je pense aussi que c'est l'une des choses qui ont précipité sa perte. Wow. Parlons de la sécession de Katanga. Le 11 juillet 1960. Voilà. Et là, on a deux grands leaders. On a d'un côté Moïse Tshombe, de l'autre côté votre grand-père Jason Sendwe. Tout à fait. Comment en fait la sécession a eu et quel était le rôle de votre grand-père en ce moment-là en fait? Donc déjà, j'ai écrit ça dans mon livre. Tshombe était mécontent. Quand je dis Tshombe, c'est la Konakat. Tshombe avec les Kiboué, les Godefroid Moulongo, ils étaient mécontents de voir que Lumumba, dans son gouvernement, il n'a pas réservé des postes de choix. Les Balokat. Non, ça c'est Konakat. Balokat, c'est Jason Sendwe. Ok. Maintenant, ça c'est bien. Ça. Maintenant, donc, convention nationale du Katanga, Konakat de Tshombe, Baluba du Katanga, Balubakat, ça c'est Jason Sendwe. Ok. Et Tshombe et ses amis, bien entendu, vont se dire, mais on donne à Sendwe les grades ou le poste de commissaire extraordinaire du Katanga, qui est un poste qui est au-dessus même du président provincial que lui il était. Parce que la Konakat avait gagné les élections. Du Katanga. Oui, du Katanga, ça c'est vrai. Le Balubakat majoritaire, mais il n'y avait pas de structure comme la Konakat. Et la Konakat avait beaucoup d'argent, la Konakat avait beaucoup de sympathisants belges. Ok. La Konakat était parrainé par un parti belge puissant de l'époque au Katanga, c'était l'Union katangaise, d'un certain Achille Gavage, qui avait l'argent. Et puis, n'oublie pas, tous les colons qui étaient au Katanga, qui avaient l'argent, les commerçants, les Grecs, étaient derrière Tshombe. Alors, ils vont dire à Tshombe, mais tu ne vois pas qu'on se passe de toi. Dans mon livre, j'ai même un télégramme que, si vous voulez, les hommes forts, les économistes, pas les économistes, les acteurs économiques du Katanga de l'époque, les Portugais, qui ont écrit à Tshombe, lui dire, si vous ne vous entendez pas là-bas, venez, on va proclamer l'État du Katanga, vous serez président. Mais non, dans tout cet élan-là, les Belges vont pousser Tshombe à déclarer l'État indépendant du Katanga. Maintenant, le gouvernement aura un problème sérieux. Les Katanga se désolidarisent. Alors, qu'est-ce que les Katangais, qu'est-ce que le gouvernement central va faire? Le gouvernement central va charger Sendwe de la mission la plus périlleuse, de tout faire pour que le Katanga ne réussisse pas. Ok. Et dans leur organisation, il y avait beaucoup de gens comme le roi Désiré Kabila qui était
un des petits des Jason Saint-Doué, lui, il s'occupait de la Joseph. jeunesse. Non, les papas. Ah, Laurent Désiré, ok, oui. ok. Il était de la jeunesse, Balobakat. D'accord. Oui, ce sont des petits des Jason Saint-Doué. Et ils vont faire un affront, mais sur place, pour faire échec à la sécession. Ok. Et moi-même aussi, il y a eu même la réunion des Katanga ici. On m'a déjà convié il y a plus d'une fois où les gens disent mais si les Katanga souffrent aujourd'hui, c'est à cause de ton grand-père qui nous a pas laissé. Parce que Tchombe, je t'ai dit, Tchombe avait vraiment de bons projets. Hein. Il y avait l'armée katangaise qui était forte, la gendarmerie katangaise, ils étaient organisés. Donc si on avait laissé Katanga, aurait pu devenir indépendant dans Très cette région. indépendant parce que les Katanga avaient... les Sud-Africains venaient se soigner au Katanga. Les Sud-Africains que vous voyez. Donc, Sendou et ses amis, ils ont combattu la sécession. Et le 11 juillet 1962, ils vont faire, pour bien combattre la sécession de l'intérieur, ils vont maintenant créer la province du Nord-Katanga. Et Jason Saint-Doué sera le président du Nord-Katanga pour qu'il y ait maintenant un bon affront, pour faire affront à la sécession à Moïse Tchombe, c'est qu'il y avait aussi réussi et Tchombe avait abandonné. Waouh. Mais Tchombe et Saint-Doué, ironie du sort, c'était des grands amis. Et la politique a séparé. Ils ont étudié dans une même école qu'à Néné. Ils habitaient la même avenue qu'en Comtoé. À la commune où Jason Saint-Doué était le premier bourgmestre. Kamalondo, commune Albert. Donc la politique les a vraiment... Les a séparés, c'était des grands amis. Et moi je me rappelle, même dans les années 80, la femme de Tchombe, ma grand-mère, la veuve Saint-Doué était des grands amis. On allait dans une même église. C'était des gens qui se connaissaient. Et la politique avait un peu séparé. Et une anecdote encore, quand Jason Saint-Doué meurt, la personne qui prend la famille Saint-Doué en charge, qui va voir là où on a assassiné Saint-Doué, de tous les officiels congolais, c'est Tchombe, quand il était Premier ministre. Comme pour dire, entre un frère et un ami, les choix est clair. Waouh. En tout cas, papa, t'es une grande bibliothèque là. Tu nous permets en fait de pouvoir vraiment comprendre les enjeux et les principaux vraiment informations qui ont permis en fait à notre communauté, cette grande nation qui est le Congo, de pouvoir vraiment naître. Revenons un peu, papa, pour comprendre un peu les enjeux encore une fois de plus. On a compris qui sont partis dans la table ronde. On a compris comment l'indépendance a été, entre guillemets, organisée par la Belgique pour pouvoir en fait organiser vraiment cette, entre guillemets, cette indépendance que beaucoup ont pu en fait contester, d'autres pas. Tu nous as bien expliqué les guerres, entre guillemets. Et la dernière partie qui va peut-être fermer notre premier chapitre, on reviendra très bientôt dans la deuxième émission. On parlera un peu quels sont les héritages de ce passé. Est-ce que ces héritages-là influencent-elles aujourd'hui? On reviendra vraiment pour parler d'aujourd'hui. Là, on est resté vraiment sur l'indépendance, autour de l'indépendance. On reviendra pour parler de l'héritage au par après. Ça sera des émissions qu'on va faire en plusieurs volets. En tout cas, papa, maintenant, explique-nous pour terminer comment... Parce que là, on a compris qu'il y avait des grands leaders vraiment de renommée qui sont partis à la table ronde. C'est des leaders. On avait tous ces grands hommes-là, mais ils n'ont pas su rester soudés. Et voilà pourquoi on a vu un deuxième président comme Mobutu, entre guillemets, profiter un peu de tout ce bourbier et se faire encore sa place et pouvoir neutraliser chaque personne. Comment Mobutu a pu, en fait, parce que lui il n'était pas un père, mais il a su mettre tous les pères à terre
et il reprend le contrôle du Congo. Quelles sont les choses qu'il a mis en place ou comment est-ce qu'il a réussi à faire taire tous les pères, à éliminer tous les pères et reprendre le contrôle du Congo? Je pense que, merci beaucoup, c'est une très bonne question. Dans ma mémoire d'enfant, je me rappelle d'une histoire que me racontait ma grand-mère, la veuve Sendoué. Elle disait, parce qu'il était question, lorsque Lumumba était nommé Premier ministre, il était question maintenant de chercher les militaires qui allaient prendre l'état-major militaire. Ok. Il y avait Lundula, qui était de la même province, même ethnie que Lumumba, et de l'autre côté Mobutu. Ok. Alors, il dit Mobutu venait dans les résidences à la Gombe pour dire à Sendoué, donc son vieux, que vous dites à Lumumba que ce soit moi, faites ceci. Et d'ailleurs, c'est Jason Sendoué qui dira à Lumumba, si tu mets Lundula, les gens vont voir que c'est quelqu'un de ton ethnie, ou tu étais là comme toi. Mais par contre, si on met Joseph, il est d'une autre région, de la région de l'Équateur, et puis c'est un jeune brillant, et un jeune aussi qui était, parce qu'il était secrétaire d'État à la présidence. Hein. Ok. Secrétaire d'État lors du premier gouvernement. Lumumba l'avait mis secrétaire d'État. Et voilà, Lumumba a compris, on l'a mis chef d'état-major. C'est là que j'ai compris que Mobutu avait, comme on dit, de l'aura. Il avait de la prestance. Et on le voyait partout. Quand ma grand-mère m'a dit qu'il venait là, j'ai compris que peut-être qu'il allait aussi chez les autres leaders. Chez les autres. C'est quelqu'un, c'était un félin. C'est pas par hasard qu'on lui donne le nom de léopard. C'est-à-dire, si vous voulez, il a compris les forces et les faiblesses de ces grands-là. Ah, ok. Il les côtoyait. Il faisait comme en philosophie, on dit l'ironie socratique. C'est faire petit pour, par après, comprendre les faiblesses de l'autre et pour l'abattre. C'est comme le félin. Donc, Mobutu, je pense que c'était ça sa tactique. Et voilà, le 14 septembre, c'était déjà le premier coup d'État qu'il avait fait. Il a dit, je neutralise les politiciens, les premiers ministres. Et donc, les politiciens, il n'y aura plus rien et l'armée prend le pouvoir. Et il a nommé le conseil des commissaires généraux. Les étudiants congolais qui étaient en Belgique, qui étaient partout, il les a fait venir. C'est là que même le Tshisekedi, ils sont revenus. Il s'est retrouvé commissaire général adjoint de la justice. Okay. C'était l'adjoint de le professeur Liaou. Vous voyez? Et c'était ce genre-là qui... Mais après, comme Mobutu n'était pas préparé, quand vous voyez, quand il fait ses discours, c'était à l'hôtel Memlink, le 14 septembre, c'est-à-dire, il regarde, c'est comme si il voulait qu'on lui donne des instructions. Mais les Américains avaient compris que ce n'était pas le moment. C'est comme ça qu'on a réhabilité Kasavubu. Mais on a tout fait pour aiguiller Lumumba. C'est ça. Et prochainement, on pourra aussi parler des responsabilités juridiques de la mort de Lumumba. Clairement. Parce qu'il faut qu'on réécrive l'histoire. Tout à fait. Tout à fait. Parce que tout le monde dit, aujourd'hui tout le monde dit c'est Mobutu qui a... Non, on verra. Qui a pris la responsabilité. Qui a décidé de l'arrestation de Lumumba et de son transfèrement. Amen. Papa, en tout cas, Harold, je pense que tu l'as dit, on va terminer par là. On va vraiment prendre ces 5 premières minutes, ces 5 dernières minutes plutôt, parler un peu de cette histoire. Et je pense que la prochaine fois, on commencera vraiment sur Lumumba et parler pourquoi le Congo est resté ce vaste... au lieu que ce soit une nation, c'est les ethnies ou les valeurs ethniques qui prônent en fait. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un soit de mon ethnie. On va comprendre un peu l'évolution et les partis politiques, les influences des partis politiques, vraiment l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, jusqu'aujourd'hui,
ce n'est pas la nation qui prône. C'est vraiment tel parti, il faut être de telle partie de la région pour diriger. Il faut tous ces équilibres-là. Alors, si tu peux un peu nous ouvrir la brèche, papa. Comment Lumumba est devenu l'homme à battre? Et quelles sont les personnes qui ont les côtés congolais qui ont sacrifié ou qui ont ouvert la porte à Lumumba? Vous savez, là, je vais parler selon la science. Selon la science, je suis juriste. La responsabilité juridique incombe à la personne qui commet un acte. Et lorsqu'on prend une décision juridique, il y a des échelons qui prennent les décisions. C'est ça. Quand on décide de l'arrestation de Lumumba, ce n'est pas les militaires qui arrêtent. Les militaires ne font que obtempérer à l'exécution d'un ordre qui a été pris par la justice. Tout à fait. Et on a des preuves, je t'amènerai des preuves écrites de la réunion qu'il y a eu dans le bureau de Kasavubu, où Kasavubu appelle les procureurs pour qu'on puisse procéder à l'arrestation de Lumumba. Les procureurs, il fait semblant de venir. Il a dit, bon, comme c'est l'arrestation, mais il faut quand même, on donne d'abord un mandat de comparaître. Mais c'était quoi la raison? Qu'il est en train d'exprimer les troubles. Il Il arrive avec le mandat. Kassao dit non. Il faut d'arrêter. On ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. Il dit non, il faut un mandat d'arrêt. C'est comme ça que Kassao lui donnera sa voiture. J'ai des preuves, je te montrerai. Le PV de monsieur Mwamba Rémy, qui était Mouloubakat, du parti de Jason Sendemé, ministre de la Justice à l'époque. Ce PV, on lui a posé des questions, il a dit non, c'était comme ça. Alors, sur le plan juridique, il y a eu un ministre de justice. À l'époque, ce n'était pas un ministre, c'était le commissaire général de la justice, c'était Liaou. Il y avait un ministre de la défense. À l'époque, c'était Kazadi, qui ont pris ces décisions. Et Mobutu n'a fait que obéir. exécuté. Donc, mais prochainement, je vous expliquerai, Étape par étape. étape par étape, où est-ce que les choses, pourquoi est-ce qu'on accuse certaines personnes. C'est parce que ils ont... Et je vais encore te dire, lorsque on envoie Tshombe au Katanga, qui l'envoie au Katanga? Ce n'est pas Mobutu. Mobutu ne fait qu'exécuter. Parce que là, il ne faut pas aussi qu'on puisse condamner certaines personnes à tort. Tout à fait. On dit toujours Mobutu, non, ce n'est pas Mobutu. Il y avait un président, il y avait un ministre de la Justice, il y avait un ministre de la Défense. Et pourquoi l'envoyer au Katanga? Pas ailleurs, parce qu'il savait que là-bas, il n'allait pas survivre. Et dans cette décision-là, Tshombe avait demandé même qu'on puisse mettre Sendoué. Ils disent parce qu'on a des comptes à rendre avec lui. Sendoué a échappé parce qu'à l'époque, Bomboko, c'est lui qui était presque le premier ministre de ce conseil des commissaires généraux, le président de ce conseil. Il s'est rendu compte que Sendoué a beaucoup pesé pour mettre fin à la sécession. Sendoué a beaucoup fait. Il a dit non. Il a épargné. Sendoué serait mort bien avant, déjà en 60. 61, il serait déjà mort comme, au même moment que Lumumba. Parce qu'on attendait aussi. Donc moi je pense qu'il faudra, comme les émissions des races royales, qui sont des émissions nous aimons, nous aurons vraiment cette page pour que l'histoire soit rétablir bien l'histoire. rétablie. En tout cas, papa, tu nous as promis de préparer des preuves. Hein? Oui, je vous amènerai des preuves. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par comment a été orchestrée la mort de Lumumba. Je vous montrerai. Parfait. Je vous montrerai. Il y a des preuves de PV où on voit Tshombe, il dit, les 3 colis sont arrivés. Il dit, livrez-nous aussi Sendoué, nous avons des comptes à rendre avec lui. Vous verrez, c'est clair. Parfait.
On va essayer en tout cas vraiment de prendre ces preuves-là, soit de les lire, soit de les montrer. En tout cas, on reviendra là-dessus. Merci beaucoup en tout cas, papa, pour cette première partie. Merci. On va essayer vraiment de faire plusieurs séries pour pouvoir, au fur et à mesure, avancer dans l'histoire jusqu'à ce que arriver un peu, peut-être à cette forme de cacophonie qui peut-être que beaucoup constatent, ne comprennent pas d'où ça vient. Peut-être avec cette histoire, on comprendra en fait d'où vient cette complication. Papa. Un dernier mot peut-être? Oui, je voulais rajouter, parce qu'on ne peut pas parler de ces choses sans aussi insister sur un fait. Aujourd'hui, la table ronde a eu des résolutions. Il y en a eu 17 au total, si ma mémoire est bonne. Et parmi ces résolutions, il y en a qui font qu'aujourd'hui la Belgique est obligée de pouvoir respecter ce qu'elle avait accepté. Okay. La Belgique a accepté d'accompagner le Congo jusqu'à sa maturité, d'être avec les Congos. Et déjà les premiers jours de l'indépendance, la Belgique n'a pas respecté. Et je pense aussi que le gouvernement congolais doit chercher à faire des démarches de manière à ce que la Belgique puisse réparer. Parce que tout ce qu'il y a eu comme trouble sur le plan juridique, la Belgique est aussi responsable. Et condamnable. Okay. Et puis il y a beaucoup de choses. Les contentieux belgo-congolais, on va en parler. Okay. C'est très important. Parfait. Papa, je pense que tu peux nous préparer ces 17 résolutions la prochaine fois? Je vais vous les préparer. Comme ça, on parle un peut-être, on doit encore insister là-dessus. Il y a une résolution, déjà. Ils ont dit la collaboration entre le Congo, l'entraide, l'amitié, l'entraide solidaire entre le Congo et la Belgique en matière de sécurité, en matière d'administration et des installations sanitaires. La Belgique s'était engagée, malgré l'indépendance, à accompagner le Congo dans beaucoup de secteurs, comme l'administration, l'armée, l'enseignement. Mais elle ne l'a pas fait. C'est en droit, c'est punissable. C'est des imputations dommageables. Et la Belgique doit assumer. Il faut qu'il y ait un jour, je ne dirais pas un jugement, mais une bipartite Congo-Belgique pour réparer ces choses-là. Waouh. Il faut. Waouh. En tout cas, vous avez aujourd'hui, vous avez fait l'information. Il y a eu, je vais vous montrer tout ça, c'est clair. La Belgique devait rester formée. Vous acceptez de donner l'arme à quelqu'un tout en disant nous serons là pour t'apprendre à... Mais vous ne l'apprenez pas. Mais vous ne l'apprenez pas, mais quand il commet la responsabilité, c'est vous qui l'avez. Et la Belgique en a beaucoup. Et les actifs du Congo à l'indépendance. Elle a disparu. On ne sait pas où. Et il y a des preuves que la Belgique nous doit. Beaucoup. Frère John, quand on parle de ces choses, c'est... À l'époque, il y avait des Congolais qui travaillaient et qui contribuaient au patronat belge. Mais ils sont morts. Leurs enfants n'ont rien bénéficié, ils n'ont jamais eu de pension. Comparativement aux gens qui ont travaillé à la même période qui ont cotisé, ils ont eu des pensions. On a des preuves des gens qui cotisaient ici. Mon voisin, Papa Mwaka, avait un bar. À l'époque, il y avait les bars Congo Bar, les cafés Joan. C'était des gens comme toi, qui contribuaient de manière comme ici. Quand vous travaillez, vous contribuez pour avoir le chômage ou la pension. Mais ces gens n'ont jamais... Ils sont morts sans avoir... Mais ce sont des choses que la Belgique doit reconnaître. Doit reconnaître et payer à cette famille-là. En tout cas, papa, le temps nous fait défaut. Mais je pense qu'on va revenir là-dessus, sur ces 17 résolutions. Moi, j'ai retenu en tout cas 17 résolutions. Et on va peut-être parler sur le processus de qui
comment Lumumba a été sacrifié. Ça va. Merci en tout cas, papa. Que Dieu te bénisse. Si vous avez des questions par rapport à ça, ne manquez pas. On va commencer à vous faire ces rubriques-là au moins de 50-55 minutes à chaque fois pour vous apporter l'information. Et je pense qu'il y a au moins, en tout cas, moi déjà j'ai au moins 5 émissions pour pouvoir satisfaire ma curiosité qui va arriver. Et si vous voulez plus, ne manquez pas de nous envoyer les questions et nous allons réinviter notre papa pour pouvoir vous éclairer. Que Dieu vous bénisse. À très vite.